L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, René Friedman. Bonjour. Bonjour. Professeur Friedman, vous êtes gynécologue, obstétricien, spécialiste de la grossesse médicalement assistée. Vous êtes connu ici en France pour être celui, avec votre équipe, qui a permis la naissance du premier bébé éprouvette français. C'était en 1982. Une question d'actualité d'abord pour commencer. Les associations de défense des droits des homosexuels se disent inquiètes après le discours d'Emmanuel Macron prononcé lundi soir devant la conférence des évêques de France. Elles ont peur que le président recule sur sa promesse, son engagement d'ouvrir la PMA à toutes, la procréation médicalement assistée. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez ? Écoutez, je pense que les états généraux de la bioéthique sont en cours, que les gens s'expriment et que toutes les positions s'expriment. On n'est pas à la phase de la décision, on est à la phase de l'écoute des arguments pour et contre. Et il y a un certain nombre d'arguments qui doivent être discutés. Il faut aller sur le fond, il faut arrêter un peu de sortir les drapeaux, quoi, simplement. Alors justement, la PMA pour toutes, c'est-à-dire pour les femmes célibataires et les couples de femmes homosexuelles, vous êtes pour. Pourquoi ? Écoutez, je pense que ça correspond à une situation d'évolution de notre société où un certain nombre de femmes soit non plus la possibilité, je dirais, de concevoir elles-mêmes, soit elles décident de concevoir quand même, mais elles n'ont pas de conjoint et sont toutes prêtes à élever, aimer un enfant. Ça pose un certain nombre de problèmes, incontestablement, et peut-être il y a un encadrement, une discussion, malgré tout. Tout le monde pense que, voilà, je décide ce que je veux, mais c'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'il y a besoin d'un encadrement, d'une discussion. Il y a un certain nombre de femmes seules qui, d'ailleurs, ont le droit d'adopter des enfants, comme vous le savez. Jusqu'à présent, les données de la littérature et des études qui ont été faites ne montrent pas de troubles particuliers à ces enfants par rapport aux autres. Donc ça mérite une ouverture, voilà, et c'est une évolution sans doute de notre société. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas simplement sur un claquement de doigts, c'est simplement une réflexion, un engagement, une responsabilité, et je pense qu'il faut qu'on aille vers une société de plus en plus responsable vis-à-vis de ses projets, de ses enfants et tout ça, donc voilà. Quand vous avez commencé la procréation médicalement assistée, il y a une petite quarantaine d'années, il s'agissait de parer à des problèmes médicaux, de femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes. Là, il s'agirait de parer à une situation d'ordre plus personnel. On n'est plus dans le médical, on est dans le sociétal. Absolument. C'est une évolution et vous savez, on est dans des situations frontières de plus en plus. Par exemple, est-ce qu'on la met la limite dans ces cas ? Voilà, justement, c'est ça la discussion. On va y venir. Quand vous avez une femme de 44 ans qui souhaite un enfant et qui n'a plus la fonction ovarienne adéquate, elle n'est pas obligée, mais elle peut avoir recours à un don d'ovule d'une autre femme qui va donner son ovule. Est-ce que sa situation d'infertilité, c'est médical ou c'est sociétal ? C'est-à-dire que c'est l'évolution naturelle. Vous voyez, on est quand même pris dans une légère évolution et dans des zones qui sont un peu grises. Et vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense qu'à partir du moment... Vous savez, à chaque fois qu'il y a une situation nouvelle, je me pose la question, est-ce que c'est délétère ? C'est ça le fond de la question. Est-ce que ça peut avoir des conséquences négatives pour la femme, pour des gens autour, pour les enfants. Et il y a des situations pour lesquelles je pense que c'est négatif, comme par exemple la gestation pour autrui. Je pense que là, on prend des risques importants d'utilisation du corps de la femme. On va y revenir. On va y revenir sans doute. Par contre, pour cette ouverture, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes, en particulier la levée de l'anonymat ou non des donneurs de gamètes, si tel était le cas. Donc c'est pas si simple. Mais néanmoins, je ne vois pas d'opposition franche, stricte, parce que il y aurait, si vous voulez, un trouble inhérent à cette pratique. Et puis il y a une réalité, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui célibataires ou de femmes de couples qui sont en couple de femmes, en couple homosexuel, qui vont à l'étranger pour réussir à avoir cette grossesse qu'elles désirent. L'idée, c'est aussi d'encadrer, en tout cas ceux qui sont favorables à l'ouverture de cette PMA, c'est d'encadrer cette pratique, de la rendre légale pour éviter que
les gens doivent se rendre dans des conditions parfois... Oui, enfin, si vous voulez, c'est à double tranchant de dire ça, parce que c'est pas parce que les choses se font à l'étranger qu'il faut automatiquement le faire sous prétexte que sinon... Non, mais c'est un état de fait, c'est une réalité. Oui, non, mais c'est un état de fait. Ceci dit, si vous voulez, de prendre le train, de faire 200 km pour aller à Bruxelles, c'est pas non plus la mer à boire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut pas forcément rendre tout ce qui se passe dans le monde accessible si cela va à l'encontre de notre réflexion éthique. Je mets beaucoup d'importance à deux choses. La première, c'est les progrès scientifiques, et pour moi, c'est le principal de la réforme qui doit être décidée. La réforme de la loi sur la bioéthique. De la loi sur la bioéthique, c'est de permettre de meilleurs succès dans toutes les formes de fécondation in vitro. Ça, c'est la clé du système. On en parle peu, on est plus sur le buzz sociétal, mais pour moi, c'est le buzz scientifique qui compte, si vous voulez. Et la prévention, pourquoi est-ce qu'on a autant d'infertilité? Et puis sur les autres propositions qui existent ici et là, c'est de voir les excès et surtout les conséquences négatives. C'est la ligne rouge. Est-ce que cela est délétère pour l'enfant, quelqu'un à qui on prendrait sans lui dire sans lui demander son consentement, oui, telle ou telle partie de ses cellules, par exemple, ou l'exploitation du corps de la femme, encore une fois. Donc, principal, c'est d'avoir une médecine, et j'emploie le mot médecine parce que le mot médecine s'adresse à l'infertilité, mais aussi à l'état de bien-être. C'est la définition de l'OMS. Et là, on voit bien, par exemple, on parle beaucoup de chirurgie esthétique aussi. La chirurgie esthétique, est-ce que c'est médical ou sociétal? Alors là où c'est intéressant, c'est que pour la chirurgie esthétique, il y a une participation financière de la personne qui décide. C'est pas la société qui prend en charge. Et c'est peut-être une façon de réfléchir sur ce qui est du domaine sociétal, c'est-à-dire pris en charge, pas forcément interdit s'il n'y a pas d'éléments délétères, mais pris en charge par la personne elle-même sur le plan financier, au moins en partie. Et puis ce qui est médical, où là, comme toute maladie ou toute infirmité, il va y avoir un esprit solidaire. Vous avez évoqué beaucoup de sujets. Bien sûr. La France, quand vous avez commencé, était plutôt en pointe sur les sujets, même si on n'était pas les premiers. Vous n'étiez pas le premier à donner naissance à ce bébé par éprouvette. Est-ce que... où en est-on aujourd'hui sur la question de la PMA? Est-ce que les médecins français sont performants? Est-ce qu'on arrive à répondre à l'infertilité des femmes de façon satisfaisante? Alors, premièrement, les médecins français, les biologistes français sont remarquables parce qu'ils ont une formation, un dévouement et une volonté de bien faire, vraiment en général. Et puis, si on regarde bien, en 40 ans, il n'y a pas eu de déviance et il n'y a pas eu de scandale. Mais la PMA marche mieux ailleurs? C'est pas tout à fait ça. En termes de propositions, elle marche à peu près identique parce que vous savez, la circulation mondiale de l'information, elle est là. Par contre, en termes de recherche et si on regarde l'avenir, comment améliorer? Parce que quand on a 25%, 30%, quand on voit la décroissance des résultats en fonction de l'âge, on voudrait pouvoir faire des propositions. C'est 40% des PMA qui ne marchent pas aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui, si vous voulez, un couple sur deux ne va pas avoir d'enfants. Donc, parce qu'il s'adresse souvent trop tard ou il a des troubles trop importants qu'on ne peut pas résoudre. Ce que nous voulons, c'est améliorer les résultats. Pour cela, il faut faire de la recherche. Il faut faire de la prévention, comprendre pourquoi on voit tellement de femmes âgées ou avec une fonction ovarienne altérée. Et je pense que l'environnement, je pense que tout ce qui se passe actuellement sur la pollution, sur les produits, produits délétères sont extrêmement importants. Mais il y a aussi le fait de pouvoir développer la recherche scientifique. Or, sur ce thème-là, il y a une espèce d'omerta, une espèce de difficulté, et les médecins et biologistes français n'ont pas le vent en poupe. Il n'y a pas, si vous voulez, Parce qu'il y a une réticence de la société. Parce qu'il y a une réticence idéologique, et il y a des limitations administratives. Par exemple, je prends un exemple très concret, si un chercheur fait une demande de développement, de compréhension des cellules souches, qui n'est pas directement la PMA, mais qui est quand même une façon de comprendre l'évolution de ces cellules, eh bien, il va y avoir tout de suite des organisations qui font le blocus et qui empêchent cette recherche de se faire. Ce n'est pas tolérable. On peut avoir des opinions.
on peut être pour ou contre, mais on ne peut pas bloquer la recherche, et c'est ce qui se passe actuellement en France. Vous évoquiez les états généraux de la bioéthique. On s'interroge aussi beaucoup sur tout ce qui concerne la recherche sur le génome. Là encore, la limite entre ce qui est de l'acte thérapeutique et de la recherche trop poussée, trop perverse, dangereuse sur les gènes, la question se pose aussi. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la connaissance est sans limite, et on est confronté à des nouvelles possibilités. Par exemple, celle déjà de la connaissance. Toute femme enceinte, vous le savez aujourd'hui, peut très bien connaître le statut génétique de son fœtus. Est-ce que demain, on va développer la thérapie génique, c'est-à-dire modifier des anomalies que l'on voit ici ou là? Pour éviter que les bébés soient malades, par exemple? Par exemple, pourquoi on ne traiterait pas l'embryon comme on traite le bébé, comme on traite une personne adulte? Ce sont des thèmes qui se discutent. Maintenant, quand on traite, comme toujours, on mesure les avantages et les inconvénients. Le risque du traitement qui peut être délétère, toujours le même mot qui revient, ou bien qui peut être bénéfique. Donc la médecine est toujours un art difficile, soyons clairs. Sur la GPA, donc la gestation pour autrui, le fait d'avoir recours à une mère porteuse pour avoir un enfant, là, pour vous, les choses sont tout à fait différentes. Vous parliez du désir d'avoir un enfant. Est-ce que les couples homosexuels d'hommes, par exemple, leur désir à eux d'avoir un enfant n'est pas tout aussi légitime que celui de femmes? C'est-à-dire, il est légitime en théorie, mais simplement il passe par l'utilisation du corps d'une femme qui est rémunérée pour cela, et ça c'est condamnable. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on a le désir. Il faut, si vous voulez, mesurer. Par contre, les couples, même un homme seul peut très bien, d'ailleurs il y en a des célèbres, qui ont adopté des enfants. Le fait de délivrer un amour et une attention à un enfant n'est pas... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'enfants, d'hommes seuls qui parviennent à adopter des enfants. Oui, il y en a surtout peu qui font la démarche, parce qu'il y en a quelques... C'est difficile, de toute façon, rien n'est simple, mais encore faut-il le vouloir. Et encore une fois, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'utilisation ou de l'aliénation d'une autre personne, parce que sinon, vous ouvrez la porte, oui, bien sûr, moi j'ai un problème de rein. Alors, oui, et alors il n'y a pas de rein. Bon, alors je vais acheter un rein. Alors, où est-ce que vous avez un argument contre? Oui, il faut bien... Oui. Si on se place toujours du côté de celui qui bénéficie, c'est-à-dire qui va éventuellement avoir un enfant, oui, on se dit, on est compassionnel. Si on se place du côté de la personne qui risque quand même une partie de sa vie psychique et peut-être de sa vie physique également, pour une commercialisation du corps, ça pose d'autres problèmes, et je pense qu'il y a des lignes rouges, en particulier parce que sinon ça ouvrirait la porte à toute commercialisation du corps, et il y a des gens, en particulier aux États-Unis, qui sont dans l'ultralibéralisme et qui poussent à cela. Rien n'est simple, c'est ce qui fait que votre métier aujourd'hui est toujours aussi passionnant. Et émotionnant. Émotionnant, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur Friedemann, d'être venu sur ce plateau ce matin. On reparlera évidemment de ces états généraux de la bioéthique qui doivent déboucher à l'automne sur une réforme éventuelle de la loi française. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet. À tout de suite.